Donc, tout d'abord, merci à Sébastien, merci à l'organisation de m'avoir fait confiance pour cette petite présentation. Je préfère parler de présentation plutôt que de conférence, parce que je suis maître de conférence en Languedoc, mais pas ethnomusicologue. Or, pourtant, je vais parler de musique, vous allez comprendre peut-être à la fin pourquoi. Donc, je vais me limiter plutôt à une espèce de présentation, donner un aperçu des musiques. Alors, j'ai mis donc le titre de la conférence est musique actuelle du comté de Nice. En fait, il s'agit plutôt des musiques traditionnelles actuelles du comté de Nice, parce que musique actuelle à Nice, on peut entendre bien entendu absolument de tout. Donc, tout d'abord, quelques mots d'introduction. Le comté de Nice, c'est-à-dire la petite région niçoise, le petit pays de Nice, est bien sûr une région excessivement enclavée. La mer au sud, les montagnes au nord. Nous sommes le département, au niveau des départements des Alpes-Maritimes, qui comporte le plus de massifs montagneux en France. Toutes les vallées sont dans leur cours le plus bas, enclavées par de puissantes gorges, ce qui fait que les communications se faisaient par les cols et uniquement par les montagnes. C'est donc une terre dans laquelle la circulation humaine a de tout temps été relativement difficile. De plus, ce pays essentiellement montagneux est très pauvre. Nos richesses naturelles sont strictement limitées, quelques cultures vivrières, un peu de sériculture, la culture de l'huile depuis l'Antiquité, mais c'est à peu près tout. Donc on est dans un pays qui est relativement stable et indigène. En revanche, nous avons une spécificité, c'est que nous nous sommes détachés des États de Savoie en 1388, donc le Piémont italien, on va dire, à peu de choses près, et durant 5 siècles, de 1388 à 1860, nous avons connu un destin très particulier qui est que nous avons participé finalement plus à l'histoire côté italien que côté, on va dire, français, ou en tout cas provençal. Ça a eu aussi une répercussion sur le fait que notre pays a été traversé de très nombreuses fois par de nombreuses guerres et invasions, que ce soit donc les troupes du roi de France qui allaient combattre en Italie du Nord, ou les troupes de l'empereur qui allaient combattre en France. C'est donc un pays qui a été marqué bien souvent par la guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, fort heureusement, et Nice est désormais une ville du monde qui est donc inscrite dans un schéma très mondialisé. À Nice, de nos jours, on peut entendre absolument de toutes les musiques, et c'est pourquoi je ne vais pas parler de toutes les musiques qu'on peut entendre, mais bien de celles qui sont issues et originaires de ce pays. Et en premier lieu, Nice a beaucoup perdu à ce niveau-là, puisque les musiques traditionnelles dans la ville de Nice, finalement, ont été minorisées, elles sont désormais étouffées par les musiques venues de l'ensemble du monde. En revanche, c'est bien dans notre arrière-pays, dans nos montagnes, que s'est conservée une certaine tradition, d'où l'importance de rappeler cet enclavement de l'arrière-pays et de rappeler cette, on va dire, histoire mouvementée, cette histoire guerrière, puisque notre instrument traditionnel, par définition, c'est le fifre et le tambour, instrument militaire par excellence. Donc ici, le comté de Nice diffère déjà de la Provence, qui joue du galoubet, flûte à 3 trous, tout en tapant du tambourin. Donc on a d'une main la flûte, de l'autre main un instrument à percussion. Dans le comté de Nice, dans les formations traditionnelles, comme on peut le voir sur la photo, là c'est tous mes amis, donc on a le fifre, qui est l'ancêtre de la flûte traversière, le tambour, qui est joué complètement indépendamment, c'est généralement ça peut être une caisse claire, c'est un tambour de marche militaire, et ce que l'on appelle la timbale, c'est-à-dire la grosse caisse. Ça c'est une formation de groupe d'obades typique. Dans la vallée de la Vésubie, un riche répertoire de conscrits existait, il a pu être encore récolté et sauvegardé de nos jours, et on entend toujours, dans le pays de la vallée de la Vésubie, des airs de conscrits militaires. Je vous ferai donc écouter au cours de cette conférence quelques petits extraits. Voici l'air des conscrits de l'Antosque, air que les jeunes gens du pays jouaient avant de partir au service militaire.
Voilà, donc ça c'est un petit aperçu, hein, bien sûr, pour des raisons de temps, je ne peux pas faire écouter tous les extraits en entier, je vais juste essayer d'augmenter un peu le son afin que vous entendiez un peu mieux. Donc, dans quel pays, effectivement? Eh bien, ça dépend des époques historiques. Parfois, c'était avant, donc, 1860, non pas pour l'Italie qui n'existait pas encore, mais dans les États de Savoie, et après 1860, pour l'armée française, sachant qu'il y a eu toute une époque où parfois on pouvait trouver dans des familles des gens ayant fait leur service militaire pour la Savoie et devenus français, ils devaient le refaire pour la France. Donc eux, ils avaient le double de service militaire. Ce fifre et tambour est également utilisé dans les cérémonies religieuses, donc les processions, les messes. Ça peut sembler un peu étrange éventuellement d'adopter des instruments militaires aussi brutaux que le son de fifre, qui a un son très fort, très perçant, très aigu, et le tambour, qui est un instrument plutôt violent, mais c'est comme ça, c'est notre tradition. Un petit extrait donc de l'offerte des festins, c'est au moment où l'on approche du curé officiant et où on lui tend donc un coq en offrande au bout d'une hallebarde. Ça, c'est l'air typique de l'offerte du comté de Nice. Voilà, donc ici l'offerte des festins du comté de Nice. De la même manière, on a également donc une tradition d'aubade et de festin. Qu'est le festin? Ce n'est pas du tout comme en France où on imagine un gros banquet, c'est simplement la fête votive, la fête patronale du village. Et on a la tradition ici dans le comté de Nice, on m'a dit que c'était plus ou moins unique à la région, j'ai jamais eu l'occasion d'aller expérimenter ailleurs si c'était bel et bien vrai, la tradition des aubades, c'est-à-dire qu'à l'origine, les jeunes gens du village, réunis en abadie, en comité des fêtes, allaient de maison en maison en récitant éventuellement un petit poème et en jouant de la musique pour les habitants. Ils se voyaient remettre un peu de nourriture, un verre de vin et surtout un peu d'argent pour financer le bal du soir. Cette tradition a persisté jusqu'à nos jours. On fait toujours des aubades dans l'arrière-pays du comté et ça donne lieu à de nouvelles créations et de nouvelles compositions. Ici, je vous fais écouter juste donc ce que ça peut donner. C'est une chanson de Belvédère, Aquel Adedje, du groupe Libanais. Donc ici, il ne s'agit pas d'un air traditionnel, mais bien d'une composition. Donc petit extrait, effectivement, on entend aussi les gens chanter. C'est le son ici est assez révélateur de ce que l'on peut entendre lors des aubades. Il y avait peut-être, si vous avez entendu, un troisième instrument à percussion. C'est les picons. C'est une rangée de petites cloches que l'on porte généralement à la taille et sur laquelle on tape histoire de produire une petite percussion mélodique. Ici, il faut également, donc en matière de musique actuelle, parce qu'il s'agit bien de musique traditionnelle, mais qui est toujours perpétuée de nos jours, je me dois de mentionner deux noms. Tout d'abord, Élie Roubogui, natif du village de Lantosque, qui est la personnalité marquante en vallée de la Vésubie, parce que les fifres et tambours, la tradition était en train de décliner et de disparaître, et ce personnage est allé récolter les airs, a fondé une association, l'Abadie Adela Morisque, qui offrait des fifres à tous les jeunes gens désireux d'apprendre à jouer de cet instrument. Et il a fondé également le groupe de fifres et tambours l'Humour Taïré, dont on a vu la photo sur la diapo précédente. Et c'est depuis cette époque et grâce aux efforts d'Élie Roubogui que le fifre est revenu en force dans tout l'arrière-pays niçois. À l'époque où Élie Roubogui a commencé son travail, on comptait le nombre de joueurs traditionnels de fifre et tambour restant sur les doigts d'une main. De nos jours, ils sont plusieurs centaines. Au moins, on va dire 150 environ. Donc, il y a eu un énorme essor.
Zéphirin Castellon est une autre personnalité marquante de par le fait qu'originaire du village de Belvédère, il a été obligé d'aller travailler ailleurs. Et cet homme, qui était un très très bon joueur de fifre, a également composé de nombreuses chansons et mélodies pour fifre, toujours à destination avant tout des gens de son village, Belvédère, mais c'est devenu finalement une figure marquante de l'arrière-pays, car c'est l'un des rares écrivains dialectaux en langue locale du haut-pays, mais également qui est composé pour ce répertoire purement local. Donc, deux figures marquantes, Élie Roubaudy et Zéphirin Castellon. Dans l'arrière-pays frontalier, je pense en particulier aux vallées de la Roya, qui amène par le col de Tende à l'Italie de nos jours, et la vallée de la Vésubie, qui par contre de nos jours est enclavée, mais par laquelle passait l'une des anciennes routes du sel par le col de la Madone de Fenestre. On voit arriver un apport qui est typiquement piémontais, c'est celui du chant polyphonique, de la tradition polyphonique chantée. C'est une tradition qui est plus ou moins absente en Provence, où on chante plutôt de manière non polyphonique, c'est-à-dire on chante sur une seule mélodie. En pays niçois, ces deux vallées, la Roya et la Vésubie, ont des traditions polyphoniques qui sont aussi marquées que celles du Piémont. J'ai décidé de vous prendre donc le groupe Lanchour, qui est aussi un groupe d'Aubade, qui avait composé un petit CD à l'occasion de la création du parc Alpha, les lignes du Mercantour, et qui est assez révélateur du son authentique et traditionnel de la polyphonie de nos Alpes. Ici, on a bien souvent des paroles qui sont en piémontais, ou en italien, ou en dialecte, ou très souvent tout mélangé en fait, c'est assez typique. La référence en matière de chant polyphonique dans le comté de Nice, c'est le groupe Cor Roudébert. Alors je n'ai pas mis de photos, tout simplement parce que sur leur site, toutes leurs photos sont protégées. Donc résultat, si vous voulez voir des photos d'eux, vous allez sur leur site, corroudébert.com. Ils sont connus internationalement, ils ont joué dans de nombreux pays. Et alors, ils sont à l'origine d'un puissant renouveau du chant polyphonique, notamment hors des vallées de la Vésubie et de la Roya, où ils étaient présents de manière traditionnelle. C'est eux, on va dire, qui ont amené le chant polyphonique jusqu'à Nice. Ici, je vous fais écouter un petit extrait donc d'un de leurs anciens albums très émesses, une chanson qui vient du Piémont, E mi canto. Le Cor Roudébert est à l'origine donc d'un véritable renouveau, notamment dans les vallées du Paillon, où depuis leur création, à la fin des années 80, début des années 90, on a vu éclore beaucoup de chorales traditionnelles, donc des noms comme Akelkant, Payunkant, etc. dans les vallées du Paillon. De nos jours, on a encore la chorale Balandring qui représente assez bien ce mouvement-là. Le Cor Roudébert, eux, de nos jours, ils sont 4, et donc ils se produisent internationalement, ils renouvellent leur répertoire très fréquemment. Il est riche de plusieurs centaines de chansons, ça peut être très traditionnel, comme ça peut être beaucoup plus novateur et modernisant. La ville de Nice, au contraire de son arrière-pays, est beaucoup plus hétéroclite, son répertoire est beaucoup plus hétérogène, car il s'est façonné au cours des derniers siècles qu'a connu la ville de Nice. Et la ville de Nice, c'était le seul territoire véritablement urbain du comté. Donc il y a là aussi quelque chose de particulier, et un territoire soumis à de multiples influences étrangères. On a un vieux répertoire traditionnel qui est celui notamment des rondes de mai. Par exemple, à l'occasion de la venue du mois de mai, on faisait des rondes, il y avait des chansons traditionnelles, mais celles-ci
sont assez peu conservées. On en connaît quelques-unes, certaines rengaines qui reviennent toujours, mais elles sont assez mal conservées, on va dire, au niveau de leur nombre, et généralement elles recouvrent aussi la réalité musicale provençale. En revanche, à partir, on va dire, du 19e siècle, la ville de Nice a été très fortement influencée par le phénomène, en fait, de l'opéra. Je parle bien de phénomène parce que dans la ville de Nice, l'opéra est arrivé à ce moment-là, en même temps que la création de l'opéra, du bâtiment de l'opéra à Nice. Et il y a même eu une époque où il y a eu 2 opéras à Nice, et les Niçois étaient très férus de cet art. Ils s'en sont donc, notamment les chansonniers, inspirés, et ça a donné lieu à des créations. Alors ici, par exemple, je vous fais écouter Nu Fanta o Me Pellegrin. C'est, on va dire, une chanson traditionnelle niçoise, et pourtant, en l'écoutant, on a du mal à s'imaginer que ce soit purement traditionnel. Alors là, on était clairement, excusez-moi, ça a sauté, on est clairement dans une composition du 19e siècle, on entend aux tournures, mais pourtant, de nos jours, c'est resté une chanson traditionnelle. Donc, on a eu à ce moment-là beaucoup une tradition, enfin, pas une tradition, mais beaucoup d'auteurs-compositeurs qui ont commencé à faire jour. Donc Eugène Emmanuel qui a composé Nu Fanta o Me Pellegrin, des noms comme Martin Sétour, j'en oublie un, François Guizol notamment. Et petit à petit, ce courant a continué jusqu'au XXe siècle. Ces chansons étaient destinées avant tout à être chantées sur l'instant. Le chansonnier, le parolier composait sa chanson et ça avait pour but d'égayer un repas de famille, un festin dans les jardins de Cimier ou quelque chose comme ça. Et généralement, ça n'avait pas pour but de marquer la postérité. Ça s'est surtout vérifié au début du XXe siècle, donc avec des noms aussi connus que ceux de John Nicola, fondateur de la Chamada Nissarda, qui a écrit des dizaines de chansons, Ménica Rondel, et qui a écrit l'hymne de la ville de Nice, Nice à la Belle, qui allait donc devenir l'hymne de la ville de Nice. Il n'y avait pas de prétention dans leur création, c'était juste offrir un peu de plaisir à leurs contemporains le temps d'un bon repas, généralement. Mais ces chansons, quand elles ont plu, sont passées à la postérité et forment de nos jours le répertoire, on va dire, de la ville de Nice, le répertoire traditionnel. Ce répertoire qui s'est aussi enrichi par des créations pour le carnaval. Le carnaval de Nice nécessitait des chansons. À chaque fois, il y a toujours eu une chanson officielle du carnaval, et donc il y avait des compositeurs attitrés pour ces chansons. Ce répertoire, il parle du quotidien essentiellement, de la cuisine, de la fille que l'on aime. Il parle de petites chansons parfois satiriques, et bien souvent, parfois un peu trop souvent, il chante le pays de Nice, le beau pays de Nice, avec son soleil, sa mer, son ciel azur. Voilà, c'était très codifié à ce niveau-là. Et au fil du temps, ces chansons, bien entendu, avec l'urbanisation incessante et croissante de la ville, vont devenir de plus en plus nostalgiques. C'est-à-dire qu'au début, c'est « je chante mon beau ciel bleu », petit à petit, c'est « je chante mon beau ciel qui n'est plus aussi bleu qu'avant ». Voilà, c'est un peu triste, mais c'était comme ça. Actuellement, on a certains auteurs, compositeurs qui sont restés un peu dans cette verve, notamment, alors je prends des noms comme Paolini Grinda ou Henri Scatena, ou encore le fameux Dédé Trucchi qu'on connaît un peu tous à Nice. Et donc ces gens-là ont bien souvent laissé un peu de côté le côté je chante mon beau pays, mais on chante toujours la vie quotidienne, les bons plats d'estocaffique et de pâtes, etc. Et on chante aussi parfois des chansons pour faire rire, beaucoup. Alors, avec Dédé Trucchi,
on voit apparaître aussi une volonté de moderniser un peu la musique. Fini l'accordéon ou les instruments plus traditionnels, on passe parfois à la guitare, la batterie, et on essaye de moderniser cette tradition musicale. Alors ça va déboucher vers des arrangements de plus en plus contemporains. Ici on va avoir par exemple dans les années 70 des noms comme Maurice, João Salvaigo, l'Ontario Blues Band. On va voir apparaître une volonté, donc c'est du revival folk, c'est-à-dire que la musique de Nice s'intègre dans une société mondialisée où on la veut avant tout militante, les paroles sont de plus en plus militantes, on défend des causes, donc bien sûr des causes, après, surtout dans une époque mai 68, des causes plutôt de gauche, on a une volonté d'affirmer la langue occitane, alors qu'avant c'était uniquement le Nissart, et de l'autre côté du Var, ils parlent des patois incompréhensibles et qu'on ne veut surtout pas comprendre. Donc volonté occitaniste, et aussi volonté de s'ouvrir vers le monde. La musique va prendre des allures blues, rock, on change d'instrument, fini l'accordéon ou le reste, on passe au banjo, batterie, guitare électrique, pourquoi pas, et donc ça prend de nouvelles allures. De nos jours, ce répertoire a un peu continué. La plupart des gens dont je parle, hélas, sont ou morts ou d'un âge relativement avancé maintenant et ont pour la plupart donc cessé leur carrière. Mais on a eu une volonté quand même, ça a été le point de départ vers une volonté d'ouvrir Nice et donc la musique niçoise au monde. Je pense en particulier, bon ça se met en pause, ça n'arrange personne. Je pense donc en particulier au groupe Nux Vomica, où ici, sur de la musique issue de beatbox, on est dans les samples, dans la musique raga, on va créer une nouvelle tradition niçoise qui est donc beaucoup plus, ici, moderne. Hein. Le but est de faire danser les gens sur des musiques toutes résolument modernes. Un petit extrait d'une chanson intitulée La Nissardetta, et qui reprend en fait les paroles, pour partie, d'une chanson des années 1900. Voilà, donc ici des rythmes très soutenus, on entend bien des sons qui sont issus de véritables instruments, mais ces instruments sont en fait samplés, remixés à outrance, donc on est vraiment dans de la musique quasi électronique. Il y a d'autres groupes, je pense en particulier au Mago d'Encasteu, le Mago d'Encasteu qui a des allures beaucoup plus blues rock, ou encore un groupe tel que Paurenautre, et qui eux d'ailleurs ont une volonté underground, donc on joue peu et ça nous fait plaisir de jouer peu et dans des endroits intimes, et là c'est plutôt une musique très hard rock, très revendicatrice aussi d'une identité et d'un pays qui se veut relever d'un particularisme certain, parce que le comté de Nice, ça reste le comté de Nice. Mais en dépit de cela, donc, on est bien dans une volonté d'ouverture de la musique niçoise au monde entier. Je vais terminer donc, non pas par ego surdimensionné, mais simplement parce qu'il s'agit d'une continuation de ce mouvement, mais qui essaye de se conjuguer avec les époques précédentes. C'est donc le groupe auquel j'appartiens. Je suis là avec mon éternelle casquette au centre de la photo, je ne sais pas si elle est très nette. Donc le groupe Robacapelle, où nous essayons ici de conjuguer le répertoire traditionnel, donc nos instruments sont profondément acoustiques, il y a une batterie mais on ne la voit pas du tout, elle est planquée derrière, 2 accordéons diatoniques, un fifre, et ici la volonté est d'amener le public, et notamment le public le plus jeune possible, tout en conservant des rythmiques soutenues et une volonté de création et de diffusion de la musique, une volonté aussi d'amener à une forme d'amusement, c'est très ludique, à une forme d'amusement
plus traditionnel, c'est-à-dire que nous nous inscrivons dans ce qui est une autre facette du revival, c'est le ballet en fait. Les gens dansent sur nos musiques, des danses qui viennent un peu de toute l'Europe, ça peut être des danses plutôt celtiques, cercles circassiens, des danses plutôt de salon, scottish, polka, mazurka, que l'on dansait au XIXe siècle, et donc il y a une volonté de renouer un lien entre les générations à partir de cette musique qui, par contre, par ses sonorités, est traditionnelle, mais par sa rythmique, se veut être beaucoup plus proche des rythmiques actuelles et de ce que l'on entend. Voilà, je vous fais juste écouter donc un petit extrait. Voilà, donc un petit extrait de notre premier album qui s'appelle Prime parce qu'on n'avait pas envie de se casser la tête pour lui trouver un nom, donc ça a été tout simple. Et sur ce, donc, je vais essayer de conclure et de m'ouvrir un peu vers le reste. La musique traditionnelle niçoise, tout d'abord, elle est toujours vivante. Donc, comme je vous l'ai montré, on joue toujours dans les aubades, dans les festins. La tradition des fifres et tambours a pris une véritable coloration locale, à tel point que c'est en train de devenir une marque de fabrique du Haut-Comté de Nice. Les compositions, elles, ça a évolué. Le nombre, peut-être de nos jours, tend à se réduire en nombre. En revanche, on assiste à une diversification de ces compositions. On va trouver de plus en plus de styles différents, de plus en plus de sujets abordés différents, notamment au niveau des paroles et des styles musicaux, donc qui se veulent divers et variés. Je vois plus ce que j'ai écrit. Oui, intégration dans la musique. Donc effectivement, il y a toujours, que ce soit en faisant du rock ou de la musique traditionnelle qui se veut un peu plus jeune et festive, il y a une véritable volonté d'intégration de cette musique locale dans le monde actuel afin, bien sûr, de sauvegarder ce particularisme. Il y a toujours, dans tous les groupes que je vous ai fait écouter, une volonté, sauf peut-être pour les aubades véritablement dans l'arrière-pays, une volonté plutôt militante. Notamment pour les musiques les plus contemporaines, où on a gardé notre langue, ou du moins on essaye encore de la conserver, et on aimerait pouvoir la diffuser par le biais donc d'une musique qui se veut accessible à tous. Ici, la musique devient le fer de lance d'un combat. On rejoint donc le combat des langues minorées, des communautés linguistiques minorées. C'est ce combat qui se veut, on veut porter par la lance de la musique une petite facette de cette humanité qui est notre langue. Voilà, j'espère que nos amis russes auront pu tout comprendre et j'espère que, eh bien, en République de Komi, on puisse trouver également l'équivalent de ce que l'on a chez nous. Voilà, je ne suis pas du tout connaisseur du fait. Merci encore à tous. Merci beaucoup Sylvain pour ce panorama très riche et remis dans son contexte historique. Et je pense que oui, ça résonne avec les choses qu'on a entendues ce matin à propos de ce qu'on appelle l'ethnoculturisme chez les Pinot-Gléens. Il y a des Usbourg et des communes qui ont plein d'idées là-dessus. Le spectacle qu'on va voir samedi soir du Théâtre National Commune, on repose un peu sur ce aussi. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais commencer par une question, mais ne serait-ce que pour relier un peu plus, et c'est facile à faire pour relier cette question avec le théâtre, des collaborations comme Dominique Slovica avec Serge Bleuet. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre sur les musiques, l'application de la musique dans le théâtre? Ah oui, sur l'implication de la musique dans le théâtre, alors là, effectivement, moi je m'y connais pas effectivement suffisamment. Bien sûr, il va de soi, par exemple, que Francis Gag, fondateur du théâtre, a également fondé le groupe Nice Label, donc il y a de toute façon eu toujours une volonté militante linguistique. J'oserais même dire que pour un certain nombre de groupes,
ici, la musique passe peut-être après. On a envie de s'amuser avec cette musique, mais si on avait véritablement envie de s'amuser et de faire de la musique, on ferait de la musique en anglais, et on la ferait pas, peut-être en français, mais on la ferait pas en langue locale, parce que la plupart des gens, en plus ici c'est relativement fermé d'esprit, la plupart des gens vous me disent, hein, mais pourquoi vous n'écrivez pas en français ou en anglais, on comprend bien vos paroles. Ben ouais, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? C'est pas notre combat, voilà. Donc je pense qu'il y a une volonté de combat. Donc ensuite, effectivement, on pourrait rebondir, envisager. Alors moi, de mon côté, là en ce moment, j'ai pas eu trop le temps, puisque je ne suis pas spécialiste du fait de me spécialiser, de regarder vraiment ça sur les liens entre le théâtre et la musique. Mais c'est sûr qu'on pourrait imaginer toutes sortes de choses à l'infini. Hein. Ça se rejoint au niveau de ce combat linguistique. Moi j'ai deux questions. Oui. Alors la première, c'est que vous nous avez montré comment cette musique elle est vivante dans l'arrière-pays, et je me demande jusqu'à quel point il y a encore une dimension spontanée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une pratique musicale d'amusement, je ne sais pas, qui ne soit pas une pratique de groupe constitué. Si cela existe, est-ce qu'il y a des gens qui suivent cela et qui sont à l'affût et qui collectent? Et ma troisième question, vous avez parlé des thèmes, vous avez des thèmes ordinaires, la bouffe, la fille qu'on aime, ça me fait penser, est-ce qu'il y a un folklore féminin, c'est-à-dire des pratiques de chant oral féminine? Moi, tout ce que vous avez montré, c'est des gars. Oui, c'est vrai, voilà. Mais c'est vrai. Alors, je vais répondre d'abord à ça. Effectivement, le comté de Nice est assez masculin au niveau du chant choral polyphonique. C'est une tradition venue du Piémont, mais en Piémont, les femmes chantent aussi, notamment dans les usines. Le problème, c'est qu'il est venu en comté de Nice par les bûcherons, cette tradition polyphonique. Et les bûcherons piémontais étaient exclusivement les boscaioles, c'était tous des hommes, bien entendu. Donc, eux, résultat, ils ont amené cette tradition, et les femmes chantaient relativement peu. Alors, certainement, attention, ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit, elles devaient aussi peut-être chanter dans des contextes religieux, mais là-dessus, il y a assez peu, on connaît assez peu de chants religieux, on se connaît assez mal ces traditions. Mais disons que le chant spontané, la partie féminine, elle est récente, je trouve, dans le comté de Nice, et elle est plutôt ancrée en ville, notamment à partir donc des groupes folkloriques, où là, par contre, hommes et femmes ont toujours été mis sur un pied d'égalité, et donc les femmes chantaient avec les hommes, ou jouaient de la musique avec les hommes. Mais la musique était plutôt, effectivement, quelque chose d'assez masculin, du moins pour ce que j'en ai rencontré. Par contre, dans les groupes de fifres et tambours, à l'heure actuelle, et donc pour revenir sur votre première question, à l'heure actuelle, les groupes de fifres, le fifre et tambour est quelque chose qui est extrêmement démocratique, et tous les jeunes de 10 à 16 ans, parfois d'ailleurs qui ne vivent pas au village, qui vivent à Nice mais qui remontent pour le festin, sont soumis à cette musique. Et il y a un véritable engouement et un véritable élan populaire. Je vous l'ai dit, il y a encore 30 ans, on comptait certains vieillards sur les doigts d'une ou deux mains, qui savaient encore qu'ils étaient des dépositaires des musiques. Cette année, on a donc le comté de Nice a eu l'honneur de recevoir pour le 30e anniversaire la fête du fifre. C'était Elie Roubaudi qui l'avait fondée. Ça voyageait dans toutes les villes de France qui ont une tradition fifresque. Et pour le 30e anniversaire de la fête du fifre, c'est revenu en vallée de la Vésubie. Donc Xavier Bouriglione, qui est le fondateur du groupe, qui était jusqu'à peu le président du groupe Le Mourtaïré, a essayé donc de regrouper, ils étaient tous regroupés sous des bandières, donc il y avait des fifres venus de Lille, livrés en Italie, c'était vraiment, ça venait un peu de partout, c'était extraordinaire. Et dans le comté de Nice, il a été obligé de limiter à 30 musiciens son groupe. Le groupe donc des fifres du comté de Nice, l'appellation avait été inventée pour l'occasion, sachant que le Landchour, un autre groupe, faisait bannière à part, et sachant qu'il a reçu il a dû recevoir une centaine de demandes en fait. Donc afin que ce soit équilibré par rapport aux autres groupes venus des autres régions, il a été obligé de limiter à 30. Mais c'est tous des gens qui ont pour la plupart entre 20 et 30 ans. Voilà, c'est entre 20 et 30 ans, et ça continue encore, il y a une véritable relève. Je vois maintenant, même à Nice, des jeunes entre 10 et 15 ans qui apprennent le fifre.
Il y a une véritable volonté identitaire là-dedans. C'est la musique du comté de Nice. Voilà, ça revêt ce particularisme. Mesdames et messieurs, d'autres questions? C'était super. Bon, merci.